Pour préparer sa trahison, Horus commença presque immédiatement à tisser un plan complexe qui allait lentement porter ses fruits. Parmi les légions, il y en avait qu'Horus ne pouvait faire confiance, et d'autres qu'il craignait plus que tout. Horus, utilisant ses pouvoirs que lui conférait son statut de maître de guerre, les éloigna en montant des expéditions qui les envoya loin du but ultime de son plan. Une confrontation meurtrière avec l'empereur sur Terra, tandis qu'il cherchait à en neutraliser d'autres par des complots et des intrigues, et à les saigner à blanc par la guerre. Puis, il amena vers lui les primarques qu'il pensait pouvoir s'allier et corrompre, et à travers eux, leurs légions. Parmi ses forces, il se lia à des éléments du Mechanicum en dissidence, s'opposant aux directives que l'Imperium leur avait imposées, à des fidèles commandants de l'armée impériale pour qui le maître de guerre était leur seigneur, et l'empereur à peine plus qu'un lointain écho, et toutes sortes de cultes secrets, des sorcières psycheurs hors la loi, et des fous pour qui le Warp était leur seule véritable allégeance. Les plans et les projets du maître de guerre se développèrent et s'accrurent, lentement, jusqu'à ce qu'il soit prêt à frapper. Pour Horus, la reconquête de Isvan III permettait à la fois de rassembler les forces dont le dévouement envers lui était certain, et de se débarrasser en parallèle des éléments dont il soupçonnait la déloyauté, que ce soit au sein de sa propre légion que dans celle de ses alliés. L'emplacement lointain du système d'Isvan et les obstacles du Warp qui l'isolaient toujours de Terra constituaient un écran parfait pour les sombres actes à venir. Ces ordres donnés à 4 légions, la Death Guard, les World Eaters, les Emperor Childrens et ses propres Sons of Horus, leur commandaient de se rendre vers Isvan. Leur approche contournèrent les tempêtes qui sévissaient jusqu'au sud-ouest galactique du système. Ce n'était que le début d'une vaste toile de tromperie, de trahison, et Horus, se servant de son autorité de maître de guerre, déplaça les forces militaires impériales dans une configuration de son choix comme les pièces d'un jeu. Il ordonna aux primarques Lionel Johnson, Sanguinius et Roboute Guilliman de rassembler leurs légions en vue d'une série de missions dans les systèmes des groupes Cygnus et Viridian, chacune dans des régions dangereuses et reculées de l'espace. N'ayant aucune raison évidente de douter des motifs du maître de guerre, les 3 primarques se préparèrent à planifier leur mission et à déplacer leurs légions. Ainsi, 3 des légions les plus puissantes et les plus dévouées, les Dark Angels, les Blood Angels et les Ultramarines furent envoyées par Horus dans des régions éloignées de Terra et du système d'Isvan, où elles ne pourraient ni constater ni intervenir dans ce qui allait se passer par la suite. Pour les autres, les Night Lords, l'Alpha Légion, les Iron Warriors, la Raven Guard, les Salamanders et les Iron Hands, toutes étaient activement impliquées dans diverses campagnes et missions à travers l'Imperium. Leur heure arrivera tôt ou tard, que ce soit pour trahir ou être détruite. Les Worldbearers étaient déjà liés à la rébellion par des allégeances qui ne deviendraient apparentes que bien plus tard. Les White Scars et les Imperial Fist étaient en opération dans le Segmentum Solar, et trop près de l'Empereur pour qu'Horus puisse les contacter sans éveiller la suspicion, alors que les Space Wolf et les Thousand Suns étaient déjà pris dans une machination meurtrière. Avec une humanité ignorante des grands et terribles événements qui allaient se dérouler, une énorme flotte de guerre se rassembla aux abords du système d'Isvan, alors que des troupes de 4 légions Space Marines commencèrent à arriver. Les premières actions de la campagne entreprise pour détruire les avant-postes rebelles commença, dans les confins du système lorsque la flotte se regroupa. Fulgrim lui-même fut retardé, mais un groupe important d'Emperor's Children arriva au rendez-vous dirigé par le seigneur commandant Eidolon, et forma avec le reste de la flotte un blocus autour d'Isvan III. L'host de guerre d'Horus était donc composé en majorité par des forces de sa propre légion, plus des portions importantes de la Death Guard menées par leur primarque Mortarion, des World Eaters et leur primarque Angron, ainsi que d'un plus petit groupe mené par Eidolon. Ce qui devait suivre est lié en grande partie à une question de conjecture formée autour de preuves qui ont survécu entre des mains impériales. Mais il semble évident que pendant qu'Isvan III était encerclé par la flotte de guerre,
Horus rencontra les deux primarques et Eidolon sur son navire amiral, la barge de bataille Vengeful Spirit. Cette rencontre avait ostensiblement pour but d'exposer une stratégie sur la campagne à venir, mais il semble également que cette réunion en face à face était pour Horus destinée à jauger la loyauté de ses alliés et de ses préparatifs en vue de la tempête qui se préparait. Durant ce conseil, nous pouvons donc supposer qu'Angron et Mortarion ont rendu compte du statut de leurs légions respectives, des progrès de l'inclusion des loges guerrières en leur sein et le fait que la majorité de leurs forces suivrait le maître de guerre lorsqu'il se proclamerait empereur légitime et prendra les armes contre Terra. Il semble cependant que, comme Horus l'avait prévu, les primarques et Eidolon, s'exprimant au nom de son maître absent, avaient identifié des éléments de leur légion dont la fidélité envers l'empereur était inébranlable ou dont on ne pouvait avoir confiance pour suivre la ligne du maître de guerre. S'ils n'étaient pas traités immédiatement, ces Space Marines loyaux constitueraient une menace sérieuse pour la conspiration d'Horus. Il semble que ce n'est qu'à ce moment-là qu'Horus révéla à ses co-conspirateurs son terrible plan pour débarrasser leur légion de ces factions dissidentes. Is-23 ne s'avérerait pas une conquête facile. Des preuves avaient été rassemblées selon laquelle une étrange souillure s'était emparée de la population. Et les combats dans l'avant-poste ennemi sur Isvan Extremis, à la limite du système, avaient révélé que les rebelles étaient à la fois fanatiques et possédaient de puissants guerriers psychers d'un type auparavant inconnu, désignés par l'expression « chanteuse de guerre » d'après les renseignements. Pour Horus, cela constituait une situation idéale pour le recours à un assaut terrestre massif afin de reprendre la cité Corral avant qu'une défense planétaire ne puisse être organisée. Des compagnies des 4 légions dont la loyauté envers Horus ne pouvait être garantie avaient reçu l'ordre de se préparer à un assaut sur la planète et d'en former le noyau. Le plan du maître de guerre prévoyait une simple frappe menée presque entièrement à l'aide de modules d'atterrissage avec un soutien limité des bombardements orbitaux et téléporteurs. Seules les forces de la Death Guard atterriraient lors des premières vagues avec un important contingent de véhicules blindés. Totalement séparés et sans aucun moyen de s'échapper de la planète, les loyalistes qui ne seraient pas morts lors de la prise d'Is-23 comprendraient qu'Horus avait l'intention de faire de toute façon de la planète leur cimetière. La première vague de l'assaut contre la capitale d'Is-23, la cité Corral, fut une entreprise brève mais sauvage, et la rébellion fut rapidement brisée par les Space Marines qui descendirent du ciel. Mais c'est lorsque la victoire fut acquise qu'Horus frappa ceux qui l'avaient volontairement suivi sans se douter qu'ils étaient tombés dans un piège mortel. La communication Vox fut coupée et la flotte de guerre en orbite commença à bombarder la planète, envoyant vague après vague des bombes virales pour éradiquer toute vie sur Is-23. Des dizaines de millions d'habitants de la planète et des milliers de Space Marines moururent à cause des ravages du virus dévoreur de vie et de la tempête de feu qui s'ensuivit. Mais il y en eut qui survécurent. Les loyalistes continuèrent de se battre, tant ceux sur les vaisseaux en orbite qui refusaient de tirer sur leurs frères, que ceux à la surface qui avaient entendu les appels brouillés des vaillants loyalistes d'en haut. Ils avaient scellé leurs armures et trouvé refuge face à la tempête de peste et de feu. Parmi ceux qui avertirent leurs frères se trouvait le capitaine Nathaniel Garro de la Death Guard, un Terran qui envoya un avertissement à ses frères avant de fuir le système sur la frégate réquisitionnée Eisenstein. Sur la surface de la planète se trouvaient plus de 100 compagnies de Space Marines loyalistes, et parmi celles-ci, on pense que les 2 tiers se battirent, consumés par la vengeance et l'indignation face à ce qui avait été fait. Dans la confusion qui suivit, alors qu'Horus s'apprêtait à bombarder à nouveau la planète avec des armes conventionnelles, l'incontrôlable Angron des World Eaters atterrit sur la planète avec ses compagnies de combat, désireux de goûter le sang des Space Marines une fois pour toutes. En conséquence, les dés furent jetés pour une sanglante guerre d'usure que le maître de guerre n'avait pas prévue afin de purger les loyalistes d'Is-23. C'est ainsi que les Space Marines des mêmes légions se retournèrent contre leurs anciens frères sans remords ni pitié, et le monde dévasté et couvert de cendres devint le théâtre de certains des combats les plus violents jamais vus. Pendant des semaines, les traîtres se sont enlisés dans les combats jusqu'à ce qu'enfin les résistances loyalistes restantes soient brisées et qu'un deuxième et dernier bombardement de la planète soit ordonné, la laissant sans vie et complètement dévastée. Cependant, la cause des traîtres avait été lésée. La nouvelle parvint jusqu'à Terra durant l'attaque d'Is-23 grâce au périlleux voyage des blessés de l'Eisenstein à travers le Warp, atteignant Rogaldorn des Imperial Fist. Plus tard, l'échec de la tentative du primarque Fulgrim de convertir Ferrus Manus à la cause des traîtres provoqua la colère des Iron Hands. Il semblait à l'époque que toutes les tentatives d'Horus pour cacher ses plans d'une attaque sur Terra et de préparer son assaut en secret étaient maintenant perdues.
On pensait que son complot était peut-être mortellement exposé à la vengeance impériale, mais le temps prouvera le contraire. Le temps n'attend ni pour les mortels, ni pour les primarques. Et bien que les loyalistes aient été vaincus et traqués sur Is-23, les derniers survivants refusaient obstinément la destruction, et le prix qu'Horus dut payer en guerriers et en armes pour mener cette campagne fut lourd. Les forces en lambeaux qui restaient des loyalistes sur Is-23 n'avaient aucune chance de s'échapper, et leur extermination totale n'était plus mise en doute. Enfin, Fulgrim, le primarque des Emperor Children, avait rejoint le maître de guerre, mais la nouvelle qu'il portait était troublante. Le temps n'était plus du côté d'Horus. De nouveaux projets devaient être décidés et mis en œuvre avec célérité afin que l'empereur ne découvre pas qu'Horus et ses alliés se rassemblaient contre lui. Le temps de rassembler les alliés pour cette trahison était terminé. Le temps d'agir était maintenant arrivé, où il risquait de tout perdre. Le maître de guerre ordonna de se retirer de la surface d'Is-23, empreint de bile amère, laissant derrière lui un cimetière, et chargeant Fulgrim et Mortarion de traîner Angron hors de la surface de la planète s'il le fallait. En partant, Horus ordonna que les canons du Vengeful Spirit se tournent une fois de plus sur la carcasse de la cité corale, non pas avec des armes à virus, mais avec des ogives conventionnelles, et pulvérisèrent ses ruines avant d'abandonner Is-23, une dépouille témoignant de l'ascension des traîtres. Kals, Cygnus, Prospero, déjà la contagion de la guerre et des massacres s'étendait, mais pour Horus, le prochain objectif de sa campagne, pour devenir le maître de l'humanité, ne résidait pas dans un système lointain, ni même sur Terra, mais sur Is-25.